Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver à ce rendez-vous politique Surface de vérité. Dans le fauteuil blanc ce soir, c'est un jeune, il a 35 ans, il a fait le choix de la scène politique. Président du parti, le RECEP, le Rassemblement des Sentinelles pour l'épanouissement économique et politique, porté sur les fonds baptismaux le 13 mai 2015. Monsieur Joël Aimé Ouedraogo, bonsoir. Bonsoir, monsieur Ben-Yebré. Merci de répondre à notre invitation. C'est à vous le grand merci. À la base, vous êtes attaché d'éducation. C'est quoi le quotidien d'un attaché d'éducation? Un attaché d'éducation, c'est déjà un acteur de l'éducation qui veille à la discipline dans les établissements. Maintenant, je suis passé à l'autre phase. Je suis conseiller d'éducation actuellement. Donc, question d'organiser les établissements pour une meilleure transmission des connaissances. C'est-à-dire, vous veillez sur des questions de civisme, vous veillez sur quelle dimension concrètement? C'est essentiellement la discipline dans les établissements. Voilà, nous faisons partie du personnel d'encadrement où autrefois c'était appelé à tort surveillant. Donc ce qui n'allait pas véritablement avec le système éducatif, qui ne répondait pas aux attentes du système éducatif. Donc, le gouvernement a dû repenser les choses pour créer ce corps spécifiquement maintenant pour gérer la question disciplinaire. Jusqu'à ce jour, le problème demeure parce qu'il faille que le gouvernement prenne conscience que quand on crée un corps, il faut savoir le valoriser pour que ce corps-là puisse être actif et puisse bien sûr impulser les établissements dans la dynamique de la réussite scolaire, bien sûr, qui passe nécessairement par la discipline. Donc, ça a été inspiré par la France. Malheureusement, ici, nous avons l'art de bien copier, malheureusement, de mal pratiquer. Vous êtes également enseignant en philosophie. J'imagine qu'aujourd'hui, le civisme, l'incivisme dans nos établissements, ça reste un sérieux problème. Un sérieux Et ça crée, problème. surtout. Surtout quand nous voyons ce qui se passe. Récemment, j'oublie encore, où on a quand même mis la maison du proviseur au chaos total. Dans le Nayala, je crois. Voilà. Donc, voyez-vous, et ce n'est pas le seul cas, c'est assez récurrent. Mais je pense que dans le fond, tant que le gouvernement n'a pas compris qu'il faut valoriser ce corps, il sera difficile. Par exemple, si les conseils d'éducation, les éducateurs pouvaient avoir accès aux salles et prêcher donc la morale, enseigner les enfants, les orienter dans la dynamique d'un leadership véritable, vous verrez que le changement de comportement va s'imposer. Mais si on doit se limiter qu'à délivrer des billets d'entrée et des billets de sortie, c'est bien déplorable. Un corps où il faut, pour être conseiller d'éducation, il faut être nanti d'une licence. Avant, c'était 3 ans de formation. Depuis l'année passée, nous sommes passés à 2 ans de formation, où nous étudions vraiment toute l'ossature, donc l'éducation, la psychologie de l'enfant, avec les différents paramètres par rapport à l'éducation. Mais quand on arrive sur le terrain, on se retrouve à être des bureaucrates et à être peut-être, je dirais, les camarades des élèves, où on nous voit comme des gendarmes, celui qui sonne, celui qui castre. Donc, avec cette mauvaise image qu'on a imputée donc, au service d'encadrement, il est difficile de prêcher la morale. D'où vraiment cette recrudescence de l'indiscipline. Voyez-vous, aujourd'hui, quand il y a un problème d'indiscipline, tellement le corps est négligé et méconnu, on préfère questionner même les professeurs et d'autres psychologues au lieu de s'intéresser à la personne même qui s'occupe de la question de discipline dans les établissements. Comment dans un tel système nous pouvons parvenir à une optimisation de l'éducation? Ce n'est pas possible. Il faut déjà... Comment? Par exemple, pour le début d'année, vous entrez dans une classe, vous citez par exemple le règlement intérieur. Mais il faut que ce soit répétitif. Pour une fois vous le citez, rapidement les enfants oublient. Mais il faut peut-être qu'on permette aux éducateurs d'avoir plus accès donc, aux élèves dans les classes, qu'on leur trouve des heures, qu'on trouve même une note qu'on va affecter à la discipline, à la question de discipline. Et vous verrez que, parce qu'on l'a valorisé, les choses iront mieux. Il y a des cas, par exemple, dans les établissements, où, quand vous voyez, par exemple, dans les bureaux des éducateurs, ils se retrouvent en grande masse.
Mais il y a des cas, par exemple, dans les établissements qui ont besoin d'un traitement particulier. Il y a des indisciplines scolaires qui ont besoin d'un traitement, d'une approche particulière. Malheureusement, vous voyez qu'un élève qui vient et qui trouve une salle pleine d'encadreurs, d'éducateurs, il a du mal à se confier. Et pourtant, si on arrivait quand même à suivre les élèves, vous verrez qu'on pourra résoudre beaucoup de choses. Vous avez l'impression de ne pas avoir assez de travail? Je pense que ce n'est pas dire assez de travail. J'ai l'impression, ce n'est même pas l'impression, nous ne sommes pas valorisés. C'est ce qu'il faut dire. D'accord. Alors, des études de philosophie à l'université de Ouagadougou, c'est un cadre de formation politique, ça, à l'université? Effectivement. Mais aujourd'hui, l'impression que nous avons, c'est que nos anciens, nos dévanciers ont refusé de nous enseigner. À l'image du mythe de la caverne, où par exemple le philosophe gravit les échelons à la recherche de la vérité. Une fois qu'il a atteint la vérité, il a le devoir de revenir dans la caverne pour enseigner ses contemporains. Malheureusement, pour nous à l'université aujourd'hui, il n'y a pas ce cheminement-là. Parce que ceux qui ont été formés à l'université politiquement ne sont plus revenus pour enseigner les jeunes. Ils ont préféré opter de les utiliser. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est un peu ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes devenus plus bavards que des producteurs d'idées. Et quand vous voyez les différents syndicats dans les établissements, c'est plus la revendication que la proposition. Dans un pays où il n'y a que des revendications, c'est à se demander où est la vache laitière. S'il faut tous river le regard sur un gouvernement qui se prend aussi pour la vache laitière, ce sont eux qui ont prêté le flanc. Ils doivent normalement assumer, mais il faut quand même reconnaître que c'est déplorable. Vous avez fait un passage à l'ADF-RDA, puis au PIB, le parti indépendant de Burkina, de Maxime Kaboré. Effectivement. Est-ce que vous avez eu l'impression que vous avez été utilisé à travers ces partis politiques? Non, personnellement non, parce que quand j'adhérais un peu aux idéaux de l'ADF-RDA, c'était déjà on avait déjà formé un groupe que nous avions appelé en son temps le CPR, le cadre permanent de réflexion, où nous nous retrouvions autour du thé, au lieu de débattre sur les questions inutiles. Donc, nous nous essayons à la réflexion positive. Donc, et bien souvent, nous écrivons et puis voilà. C'est dans ces échanges que l'idée nous est venue, pourquoi ne pas tenter le terrain politique? Et à l'époque, dans toute la configuration, nous avons voulu nous allier à quelqu'un qui nous ressemble. Donc déjà, de par la question générationnelle. C'est dans ce sens que déjà nous avons touché le RDA par le biais de Seydou Ouedraogo, président de la jeunesse du RDA en son temps, qui nous a bien accueillis. Voilà, et puis c'était comme ça, simple militant. Nous avons essayé de réunir les gens, de les convaincre de l'idéologie du RDA. Mais très rapidement, juste quelques mois après, nous étions un peu là du système politique. Donc nous avons préféré nous retirer parce que pour nous n'étions plus dans la dynamique de la conquête des parcelles du pouvoir, comme en son temps le faisait le RDA. Nous avons dit, ou tu es homme ou tu ne l'es pas. Quand on cherche le pouvoir, il faut aller vers le pouvoir. Et à un moment donné, l'ADF-RDA ne cherchait pas le pouvoir. L'ADF-RDA cherchait les parcelles de pouvoir. Et c'est justement là le problème. Allons directement à la recherche du pouvoir. Alors vous êtes allé... Ou nous ne sommes pas. Alors vous avez opté finalement pour le PIB. À votre avis, il cherchait véritablement le pouvoir? Oui, parce que bon, après cela, nous avons observé des moments de silence, d'observation. C'est en 2011 que j'ai été approché par un camarade qui m'a invité à une rencontre du PIB. Voilà, dans les échanges, Maxime Kaboré a bien voulu porter sur moi sa confiance. Et très rapidement, il m'a proposé d'être tête de liste au BAM sous l'égide du PIB. Ne trouvant pas d'inconvénient. Et d'ailleurs, j'appréciais déjà parce que
dans sa posture, il n'était ni de l'opposition ni de la majorité. En son temps, les gens avaient perdu confiance en l'opposition et en la majorité. Que fallait-il faire? Donc, j'ai opté comme pour lui parce qu'au moins, il se départissait de la grande masse. Et encore, c'était une figure nouvelle. Donc, je me suis dit, c'est peut-être un espoir. Et là, je me suis engagé au BAM. Nous avons battu campagne comme nous pouvions. C'est déjà pour les législatives de 2011. Pour les législatives de 2011, à moto, à pied, on a tout fait. Bon, au sortir des résultats, ça n'a pas marché. Mais j'étais vraiment déçu de la politique en ce moment parce que j'ai été frappé par cette image macabre, inconcevable, que les politiques ont livrée au peuple. Parce que j'ai pu voir des politiques, parce qu'ils sont nantis, sous le prétexte qu'ils ont de l'argent, distribuer, ventiler de l'argent comme en étant dans leur voiture. Et il fallait voir comment le peuple accourait pour ramasser les billets de banque sur la rue, au risque de leur vie. Cela m'a touché et j'ai été totalement déçu de la politique. Parce que ceux qui l'ont fait sont pires que les colons qui nous ont colonisés. Donc à partir de ça, je me suis dit, mais c'est fini pour moi la politique, je n'y vais plus, c'est un champ de diable. Déçu, mais vous êtes revenu quand même à la politique. Je suis quand même revenu parce que, approché par des camarades, nous avons mené des discussions, des débats. Nous nous sommes dit, bon, pourquoi laisser le Burkina à son triste sort? Nous avons fait un soulèvement populaire pour recadrer les choses. Si nous ne veillons pas, nous risquons de chavirer. Donc c'est dans cet élan que nous sommes allés encore en politique. Sinon avant cela, en 2011, pas que nous étions tellement attachés à la politique, non. En 2011, lors de la mutinerie, ce groupe dont je vous parle, le CPR, nous nous sommes réunis un soir, nous avons pratiquement veillé, nous avons mis un document en place en son temps que nous avons remis à la primature. C'est Luc Adotio venait d'être nommé. Et c'est moi-même qui suis allé rencontrer personnellement le directeur de cabinet. Je lui ai remis le document. Étudiant en son temps, je ne connaissais pas trop le protocole administratif. Je l'ai remis comme ça, et là, je suis reparti. Donc, voyez-vous, c'est toujours dans l'élan de contribuer, de pousser et de booster les choses dans le sens positif. C'est ce qui vous amène à la création du RCEP? Du RCEP, oui. Donc, avec pourquoi faire? Parce que là, le débat se posait déjà sur cette multitude, à la limite pléthorique de partis politiques. Est-ce que dans l'existant déjà, aucun parti déjà ne pouvait répondre à vos aspirations pour revenir à la politique? Est-ce qu'il fallait forcément créer un nouveau parti? Adhérer déjà à un parti politique, c'est avoir une conviction. Et quand on n'a pas la conviction, ça ne rime à rien. Quand nous regardons la configuration politique actuelle, c'est plus la vieille génération qui guide les pas. Et quand nous, jeunes, nous paraissons, c'est encore plus s'ils nous écoutent. On préfère plutôt fixer le regard sur la jeunesse du visage que sur les idées que tu peux apporter. Donc j'ai pu discuter avec d'autres partis politiques, des anciens, et c'est le constat amer que j'ai pu ressortir. Donc pour cela, nous nous sommes dit, allons par nous-mêmes. Nous n'avons pas de moyens, peu importe, mais au moins, nous sommes conscients que nous voulons faire quelque chose pour le pays. Donc allons en politique. Nous savons que le champ est périlleux, c'est un froid terrible, mais essayons-nous quand même. Essayez en mettant en place donc le RCEP, le Rassemblement des Sentinelles pour l'épanouissement économique et politique. Avec quoi comme vision derrière pour vous démarquer des autres partis politiques? Déjà, quand on prend le nom même du parti, Rassemblement des Sentinelles pour l'épanouissement économique et politique, mesurons-le à l'atmosphère actuelle du Burkina Faso. Dans ce contexte d'insécurité, quand on dit sentinelle, Rassemblement des Sentinelles, c'est déjà un cri de cœur, c'est déjà une réponse donc, à la question sécuritaire. Et quand on va déjà à la devise, vigilance, prudence, prévoyance,
Les gens ne se rendent pas compte. Mais à chaque fois qu'il y a problème de sécurité qui se pose, les gens citent toujours vigilance, prudence, prévoyance, sans se rendre compte que c'est la devise d'un parti politique. Et après, si le rassemblement des sentinelles a lieu, et si nous observons les conseils qu'on nous donne, qui est vigilance, prudence, prévoyance, qu'est-ce que nous avons comme gain? L'épanouissement économique et politique. Donc vous voyez déjà le nom, Rassemblement des sentinelles pour l'épanouissement économique et politique. Donc c'est déjà une vision qui répond à l'actualité, qui nous plante dans l'actualité. Donc pour dire à quel point nous avons pensé et repensé déjà même les choses. Ça, on vous dira, ça reste de la philosophie, ça, de la réflexion. Une philosophie de l'esprit. qui se marie. Il y a que la réalité du terrain, c'est autre chose. Vous proposez quoi par rapport à mettre en pratique tout ce que vous envisagez là? Dans la pratique, déjà, c'est l'éducation des masses. Parce qu'au niveau des masses, si il n'y a pas de développement, c'est parce que la masse a été mal éduquée. Et nous voulons qu'il y ait une rupture. Parce que nous estimons qu'il y a eu une trahison, déjà, de façon visible, que nous vivons. Dans notre slogan commun, plus rien ne sera comme avant. J'ai comme l'impression que tout est pire qu'avant. C'est l'impression que j'ai. Déjà, nous avons été trahis. Comment recadrer les choses? Il faut éduquer les masses populaires. Aujourd'hui, nous devons comprendre que le Burkinabé a goûté aujourd'hui au fruit de la liberté. Lequel fruit est tombé de l'arbre du soulèvement populaire? Nous avons changé. Nous ne sommes plus comme avant. Ce qui voudrait dire qu'il faut une nouvelle donne. Il faut une nouvelle philosophie. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les mentalités ont changé. Malheureusement, l'injustice, la gabegie, le népotisme, tous les tares sociaux ne font qu'accroître. Et dans cette dynamique, l'aigreur, la douleur du peuple ne fera que s'accroître. L'incivisme, par exemple. L'incivisme a une mère. L'incivisme a son maître. Qui nous l'a enseigné? D'abord, c'est un régime passé. Aujourd'hui, c'est un régime actuel. Parce qu'un régime aujourd'hui qui n'arrive pas à tenir correctement ses engagements vis-à-vis d'une nation ne fait que préparer la déchéance. Donc nous pensons déjà qu'il faut éduquer les masses populaires. Éduquer les masses populaires, c'est déjà, dans notre vision révolutionnaire, nous pensons déjà qu'il faut déjà former le peuple et l'ériger au statut de la sentinelle. C'est ce que nous nous proposons déjà. Ériger au statut de la sentinelle pour dire qu'il faut une formation militaire pour tous les jeunes. De cette façon, chacun se sentira redevable à la nation. Parce que voyez-vous, aujourd'hui, chacun critique comme il veut. Mais si nous entrons dans une telle dynamique, on verra que les jeunes non seulement vont se frotter, ils vont parler d'idées, et au grand bonheur de l'épanouissement. Il faut aussi voir côté éducation. Il faut rééduquer les masses populaires à travers l'école. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous enseigne par rapport à la nation, aux emblèmes de la nation? Rien. Pratiquement rien. Moi, je suis dans des établissements. J'enseigne comme je suis administratif. Mais pratiquement rien. Demande à un élève le sens du drapeau. Il ne te dira rien. Il ne connaît pas. À qui la faute? Mais cette révolution, a-t-on besoin véritablement de créer un parti pour la faire? Déjà en tant qu'individu, chacun à son niveau, peut dans la pratique, dans son quotidien, effectivement exprimer cette vision révolutionnaire des choses. C'est vrai qu'il y a l'État qui doit donner la politique, qui doit donner les directives, mais chacun à son plus petit niveau peut effectivement créer cette révolution. Ça c'est vrai, mais la politique est nécessaire. Pourquoi? Parce qu'il y a l'effet de conquête du pouvoir. Le pouvoir est une question de génération. Et aujourd'hui, il ne faudrait pas que la vieille génération nous plante ou nous enterre dans son passé. Quand la vieille génération pense au passé, nous pensons à l'avenir. Et si nous voulons réellement que les choses changent,
il faut que nous entrons en politique. Nous savons que le terrain est périlleux, mais il faut que nous y allions. C'est la seule façon de pouvoir apporter une révolution au Burkina Faso. Autrement, ce serait se leurrer. Ce serait peut-être se recroqueviller dans les OSC, où on passera le temps à chanter, à revendiquer, à critiquer. Nous proposons d'ailleurs même que les OSC soient réservés à la vieille génération et que les jeunes aillent en politique, à la conquête du pouvoir. C'est-à-dire? Parce que quand nous prenons déjà, quand on dit OSC, la philosophie qui sous-tend les OSC, c'est quoi? C'est déjà contrôler l'action du gouvernement. Proposer, critiquer, jusqu'à preuve du contraire. N'allons pas loin. De vous à moi, c'est toujours l'ancien qui conseille le jeune. Mais comment se fait-il que, aujourd'hui, les anciens veulent que ce soit nous les jeunes qui les conseillons? Parce que quand nous sommes dans la posture des OSC, c'est déjà critiquer, enseigner. Et qui critique à un niveau supérieur? Parce qu'il ne faut pas regarder le visage jeune, mais regarder les idées. Il faut plutôt regarder les idées dans un concept général. Dans ce qui est dégagé à l'unanimité, c'est cet élan. Les vieux qui enseignent les jeunes. Donc nous proposons que les anciens rejoignent les dignes chaises de l'honneur et qu'ils apprennent à nous critiquer, qu'ils apprennent à nous conter leur histoire. Et que sur cela, nous puissions bâtir la nation. Nous avons de l'énergie, nous avons de l'intelligence, nous avons de la perspicacité, nous sommes techniques, prêts à aller sur le terrain. Mais, comment faire quand on sait que tout le terrain est occupé par la vieille génération? Donc déjà, il faut aller en politique, batailler fort pour espérer donc donner une place à la jeunesse. Et ce, dans l'optique de conquérir le pouvoir. Prenons par exemple l'exemple de la France. La France a misé sur un jeune. Mais qu'a fait le jeune? Il s'est entouré de tous les sages. Il a fait un gouvernement d'ouverture. Et voyez-vous, il reçoit les conseils de gauche et de droite. Et il est venu ici nous impressionner au Burkina Faso. La France a eu confiance en son jeune. Et aujourd'hui, ce jeune est en train de nous reconquérir. Mais on n'est pas encore conscient. Mais pourquoi ici, nous n'avons pas confiance en nos jeunes? Mais peut-être que ça aux jeunes aussi de mériter cette confiance. C'est aussi ça, il faut l'admettre. On est jeune, mais il faut admettre aussi que au sein de la jeunesse, ce n'est pas toujours l'exemple. Je conviens avec vous. Ce n'est pas toujours la bonne image. Ce n'est pas toujours la bonne image, mais la jeunesse a toujours hérité de quelqu'un. Mais de toute cette configuration, il y a des exceptions que le gouvernement doit savoir valoriser. Par exemple, je crois que c'est ce qui se fait actuellement à travers le dernier remaniement. On l'a vu quand même, il y a eu une queue de jouvence, il y a eu pas mal de jeunes qui ont intégré le gouvernement. Pas mal de jeunes, je dirais que c'est vrai, c'est juste. Vous prenez Aruna Kaboré au commerce, vous prenez Abdou Karim Sango à la culture. C'est fort appréciable. Vous prenez le ministre de l'Énergie, Dr Bachir Ismaël Ouedraogo, ce sont des jeunes. C'est fort appréciable, mais nous pensons qu'il faut aller au-delà de cela. Parce que s'il faut faire le ménage en écoutant ceux qui nous prescrivent la recette, qui nous impose la recette, il nous sera difficile, dur, de pouvoir trouver l'assiette qu'il faut, le plat qu'il faut. Et qui nous impose cette recette? Qui nous impose cette recette, ceux qui nous ont nommés. Sans cela, la jeunesse doit s'assumer. Encore une fois, il faut être quelque part, comme vous l'avez dit, il faut être en politique pour s'affirmer, pour pouvoir apporter sa contribution. Il faut être dans un gouvernement pour pouvoir mieux s'assumer. Mais une fois dans le gouvernement, il faut s'affranchir, il faut montrer qu'on est un jeune indépendant d'esprit et qu'on a des choses à apporter. Il faut s'affranchir. Comment est-ce qu'on peut s'affranchir quand on est dans le tombeau de l'esclavage? On a vu Tahirou Barry qui, à un moment donné, a estimé effectivement qu'il n'était plus dans la même vision que ce qu'imprime l'exécutif, le chef de l'exécutif. Alors, il a claqué la porte. C'est aussi cela.
C'est aussi cela, mais le cas Tahirou Barry, je ne me prononcerai pas trop, dans la mesure où il y a eu trop de non-dits, il y a eu trop de variations dans le système, ce qui ne me permet pas de juger objectivement de sa sortie ou de la valeur de cette sortie. Je préfère m'abstenir. Je ne suis pas sûr, je ne suis pas convaincu de son recul. Il y a la théorie, mais il y a aussi que quand on est au pied du mur, c'est cela véritablement qu'on attend la jeunesse, c'est cela véritablement qu'on attend les hommes politiques. Vous savez, il y a un problème. Sinon, bien parler, haranguer les foules, c'est bien. Avoir les idées, c'est bien. Mais au pied du mur, malheureusement, c'est la déception. C'est la déception. Mais voici un problème que vit l'Afrique. Nous avons étudié à l'école du Blanc. On nous a bourré de théories politiques. Si bien que, quand nous avons une parcelle de pouvoir, c'est toujours en référence à ce que l'Occident nous a appris, c'est toujours en référence à ce que aux politiques antérieures, si bien que nous ne sommes plus en mesure de créer de la nouveauté. Comment dans un tel système, nous pouvons espérer de la nouveauté? Sans cela, justement, je m'interroge toujours sur le fondement de votre parti, parce que vous semblez justifier des problèmes par effectivement ce passé colonial, effectivement en accusant peut-être les anciens. Mais je dis, votre parti, le Rassemblement des Sentinelles pour l'épanouissement économique et politique, vous dites que vous êtes un parti révolutionnaire. C'est quoi aujourd'hui un parti révolutionnaire? Quelle révolution dans un contexte effectivement de gouvernance libérale où effectivement les pays africains n'ont malheureusement pas encore réussi à couper ce cordon ombilical, d'autant plus que déjà vous semblez justifier ces choses, ces problèmes que nous avons par ce passé. Alors on se demande quelle révolution vous voulez amener? La révolution que nous voulons amener, c'est avoir le courage de rompre et de couper ce cordon dont vous parlez. Et prenons par exemple l'exemple du Rwanda. Kagame, quand il voulait passer à une autre langue officielle, au départ, c'était presque impossible. Il a juste eu le courage. Il s'est affirmé. Il n'y a rien d'impossible. Les Africains ont peur. Aujourd'hui, président, j'ai mes lois, je les impose. Je n'ai pas en vouloir, je n'en veux pas l'Europe. Parce que ce que fait l'Occident, c'est tout à fait normal, c'est légitime. Parce qu'ils se battent pour les Occidentaux. C'est normal. Moi, pour ce qui me concerne, je pense que nous devons apprendre à être africains, nous devons apprendre à nous battre pour l'Afrique. Arrêtez effectivement de faire référence à ce passé pour justifier nos échecs. Tout à fait. Donc, nous devons savoir, à un certain moment dit, le passé est passé. C'est le champ par excellence des regrets. Mais l'avenir, c'est le champ par excellence des énormes possibilités. Et nous devons pouvoir nous assumer. Et quand il faut dire non, nous disons non. Et quand il faut dire oui, nous disons oui. Quitte à ce que les intérêts s'entrechoquent. Là, nous nous retrouvons autour de la table, donc en pays souverain, entre pays souverains, et nous discuterons. Et là où il faut faire concession, nous faisons concession ensemble au grand bonheur de l'humanité tout entière, parce que nous sommes tous habitants de la Terre. Mais l'impression que nous avons aujourd'hui, c'est que les Africains refusent de s'assumer. Ils ont peur. Et c'est triste aujourd'hui, par exemple, de voir dans un pays souverain une armée étrangère passe sur le plein centre, de gauche à droite, de l'est à l'ouest. C'est frustrant pour un pays souverain. C'est triste de voir, par exemple, que lors de nos élections, ce sont des observateurs étrangers qui viennent ici avec la grande loupe pour observer. C'est comme si nous étions des enfants. Mais à un certain moment, il faut dire non. Il faut dire non. Et quand il faut dire non, nous disons non. Et c'est ce courage, malheureusement, que beaucoup de chefs d'État n'ont pas. Mais nous, jeunes générations, nous sommes prêts à nous assumer, à lui dire non. Quoique en attendant toutes les conséquences possibles. Parce qu'il faut savoir prendre des risques. Parce qu'en marchant dans la logique de la nonchalance, nous ne parviendrons à rien. C'est comme l'autre le dira. On ne dirige pas une nation avec un chapelet à la main. Est-ce que vous avez l'impression que la jeunesse africaine, la jeunesse burkinabé aujourd'hui, est véritablement une jeunesse suffisamment active sur ces questions pour impacter effectivement le développement du pays?
Dire que nous sommes prêts serait trop dire. Mais dire qu'il y a toujours la possibilité de prêcher, voici ce qui sied. Parce qu'on a comme l'impression qu'on a encore affaire à une jeunesse qui vient en politique, toujours sous le couvert d'un parrain. Chaque jeune cherche à avoir un parrain. C'est ça justement le problème. Ils ont le passé à affamer le présent pour obscurcir l'avenir. Juste pour dire que les anciens ont tellement affamé le peuple qu'aujourd'hui ils ne raisonnent plus avec la tête, mais avec le ventre. Et avec une jeunesse qui ne pense que par le ventre, il est difficile de créer le changement. Et comme vous l'avez si bien dit, beaucoup viennent sous la tutelle d'un parrain, avoir un bras fort, un bras long qui nous assure les bons plats. Oui, tout cela doit s'arrêter, mais déjà c'est la conscientisation. Quand nous prenons un peu notre passé récent, beaucoup ont sensibilisé. Par exemple, si je prends le papa Laurent Gbagbo, qui insultait le peuple burkinabé, qui le qualifiait de bête, juste pour nous réveiller de ce sommeil. Effectivement, avec la contribution d'autres acteurs, le soulèvement populaire est venu. Mais, que s'est-il passé? Après le soulèvement populaire, il fallait faire un nettoyage. Il fallait chasser les mauvais esprits pour assainir la scène politique. Mais nous n'avons pas eu une personne de cran qui puisse le faire. Quand la transition était venue, voici, ils avaient toute la légitimité pour le faire. Malheureusement, avec quelques interférences de la politique politicienne, ils n'ont pas réussi leur mission. Et voici qu'aujourd'hui, nous sommes dans pire qu'avant. Donc, on ne peut pas. Il fallait impérativement nettoyer, sanctifier la sphère politique, parce que de sa définition étymologique, la politique, c'est l'art de gouverner la cité. La politique, c'est déjà la morale. Mais aujourd'hui, ce qui est vraiment décevant. Parce qu'ils ont fait de la politique le champ gardé des milliardaires. Il faut être milliardaire pour faire la politique. Voici pourquoi les voleurs... Oui, il faut pas faire la politique pour être milliardaire aussi. Faire la politique pour être... Dans les deux facettes, nous voyons. Mais toujours est-il qu'il y a un investissement. C'est devenu comme une banque. Et comme la politique est devenue une affaire de milliardaires, les affairistes, les voleurs de la République se sentent bien à l'aise. Et qu'est-ce qui se pratique? La politique politicienne, la conquête du pouvoir pour le pouvoir. Quand la conquête du pouvoir pour le pouvoir, chacun se bat pour le pouvoir, mais personne ne se bat réellement pour le peuple. Pas de vision de développement derrière. Pas de vision de développement. Et c'est ça le grand mal. Et c'est ce qui d'ailleurs nous a conduit à être nous-mêmes. On n'est pas venu en politique en nous appuyant sur X ou Y. Je ne connais presque personne dans la scène politique. Qu'un leader, nous avons pensé et nous avons estimé à un certain moment, il faut s'assumer, il faut partir. D'accord. Alors, revenons un peu sur votre vision. La vision va partir, un parti qui se veut révolutionnaire. Vous êtes contre le projet de monument Thomas Sankara? Je ne dirais pas contre, mais je fais une proposition que je pense, j'estime mieux pour valoriser en tout cas cet homme qui a impacté l'histoire du Burkina Faso. Parce que je voudrais que l'on se sauve quelque peu de cette manière de faire et de copier. Ce n'est pas parce que X ou Y l'a fait qu'il faut nécessairement que nous le fassions. Et d'ailleurs, je pense que un mémorial où il faut construire l'édifice en béton armé pour ensuite conserver des ossements, moi je l'appelle tombeau. C'est comme un tombeau. Écoutez, en politique ou pour le développement d'une nation, ce n'est pas que sentiment, c'est aussi rationalité. Le mémorial, que des émotions. Sa pertinence a été justifiée par les initiateurs. Derrière, c'est une vision tourisme aussi qui est là. Une vision tourisme. Donc, des retombées aussi. Des retombées. Je pense que ce n'est pas
pour moi, ça ne marie pas avec l'idéologie et la vision de Thomas Sankara. Parce que tel que construit, je suis sûr que quelqu'un qui quitte les non-lotis, ou quelqu'un qui est pauvre, disons, n'aura pas le courage d'accéder à ce meuble tellement luxueux. Imaginez-vous. Pourtant, Thomas Sankara, c'était un homme qui était proche du bas peuple. Et par exemple, si moi j'ai proposé que nous fassions une école d'envergure internationale, où nous allons recevoir les récipiendaires de partout le monde, et par des bourses d'études bien méritées. Parce que Thomas Sankara, c'est d'abord l'idée, c'est d'abord l'idéologie, c'est d'abord la vision. La vision, ce n'est pas que matériel. Et quand nous allons recevoir les récipiendaires de partout dans le monde, nous allons non seulement leur donner des enseignements, mais mieux, la doctrine, la philosophie, la révolution de Thomas Sankara. Peut-être qu'un jour, partout dans le monde, on parlera de la révolution de Thomas Sankara. Peut-être qu'une révolution mondiale sankariste viendra. Voici comment nous rendons immortel l'homme. Je préfère planter les idées de Thomas Sankara dans les âmes, dans les esprits, plutôt que dans du béton armé. Où les touristes, quand on parle de touristes, c'est toujours ceux qui sont bien opulents, qui ont la force ou la capacité financière de prendre des avions, de venir visiter. Est-ce que le bas peuple, aujourd'hui, combien de personnes visitent les sites touristiques? Les idées sont déjà suffisamment ventilées, non, par les organisations de la société civile, par les partis politiques, se réclamant de l'idée sankariste. Vous n'en avez pas l'impression? Oui, mais c'est comme je dis toujours, c'est dans l'optique d'améliorer. Je pense qu'il faut planter les idées dans les hommes plutôt que dans le matériel. Parce que jusqu'à preuve du contraire, ce mémorial n'aura pas la bouche pour dire aux gens quelle est l'histoire de Thomas Sankara. Jusqu'à preuve du contraire, le matériel reste un principe d'inertie, pendant que les hommes véhiculent toujours les idées. Combien de personnes au Burkina Faso vont visiter des sites touristiques? Je ne vois pas. Mais au moins par la parole, nous pouvions inonder le monde. Il y a l'international qui viendra. L'international qui vient, c'est toujours dans cette optique. Quand l'international vient, c'est toujours le bourgeois. D'accord. Alors, on va continuer pour parler de questions d'économie. La polémique actuellement, c'est les fonds communs qui défraient la chronique. Il y a les pour, il y a les contre. C'est quoi la position de votre parti sur ce sujet? C'est assez clair. Je pense que ce n'est même pas un sujet qui nécessite des débats. Parce que c'est une arnaque, tout simplement. Il faut l'appeler par son nom. Dès qu'il faut appeler le chat par son nom, il ne faut pas passer par 4 chemins. On ne peut pas admettre, dans un pays pauvre, qu'une portion de personnes s'arrose tous les avantages de tout un peuple. Parce que pour qu'il y ait fonds communs, il faut que le cultivateur travaille. Il faut que l'éleveur travaille. Il faut que le commerçant vende. Pour que l'économiste dans son bureau conserve. Jusqu'à preuve du contraire, je n'ai jamais appris que c'est dans les bureaux climatisés qu'on produit l'argent. C'est sur le terrain. Donc, la position de notre parti, c'est déjà la répartition équitable des biens. Parce qu'il ne faudrait pas que les uns s'arrogent des avantages qu'on ne peut pas estimer, calculer, que les autres pèsent. C'est parce que les agents aussi sont motivés que les fonctionnaires ont leur salaire aussi à la fin du mois. C'est peut-être à poser la question. La question de motivation, ça existe. Motivés pourquoi? Ils ont été recrutés pourquoi? Chaque métier a ses avantages. Chaque métier a ses avantages. Bon. En tant que conseiller d'éducation, vous avez sûrement vos avantages que moi, je pense qu'il n'y a pas de super fonctionnaire. Et je pense qu'il faut un équilibre social pour éviter que les uns ne se construisent des châteaux et d'autres des tombeaux. Parce que ce qui se passe, c'est ça. Une portion de personnes ne peut pas s'arroser toute la bienfaisance d'un gouvernement. Et ils ne sont pas tout. Ce n'est pas que. Ce ne sont pas les travailleurs qui l'ont fait ainsi. C'est l'administration même qui est à la base de ces avantages. Mais c'est peut-être l'occasion d'interpeller le gouvernement. Les avantages d'ailleurs servis jusqu'au plus haut niveau. C'est peut-être le lieu d'interpeller le gouvernement, qu'il comprenne qu'il n'y a pas de super fonctionnaire dans un gouvernement. Niveau égal
salaire égal, indemnité égale et il n'y aura plus de bruit. Pourquoi on ne fait pas le même travail? On ne fait pas le même travail. On est recruté. Comment? Je m'explique. Comment on ne fait pas le même. Nous faisons en fait le même travail parce qu'il y a des risques partout. Imaginons que le militaire soit dans sa caserne et qu'il a un temps de paix. Il est dans sa caserne, c'est peut-être les petits boulots qu'il fait. Mais en attendant, il est paisible, là, arrêté en attendant que, voilà, une situation arrive. Et quand la situation arrive, sa vie est en danger, il peut mourir sur le champ. Mais quand nous prenons l'enseignant, par exemple, il court tous les jours le risque de s'empoisonner. Parce qu'à chaque fois, il est obligé d'humer l'odeur de la craie, ce qui n'est pas de nature à l'aider. Il meurt à petit feu. Et quand nous prenons le médecin, il y a toujours un risque. Donc, c'est dans la logique mathématique, il faut dire. C'est pour ça, aujourd'hui, on parle de fonction publique hospitalière qui va avec des avantages, la police a ses avantages, etc., etc. Si on devait parler en termes d'avantages, pour qu'il y ait une société édifiée, pour que nous puissions espérer, pour que nous puissions avoir de l'avenir, c'est peut-être les enseignants. Mais les enseignants viennent d'avoir un accord avec l'État où, effectivement, il est aussi prévu des avantages. Un accord avec l'État. À chacun ses avantages. C'est la réalité aujourd'hui. Les enseignants ont eu le protocole d'accord. Les syndicats de finances et de l'économie ont eu le protocole d'accord. Les syndicats des médecins et des du personnel soignant, ils ont eu le protocole d'accord. Derrière, ce sont des avantages. Pour moi, je pense que la balance est déséquilibrée. Il faut une équité. Dans le style de la motivation dépasse le salaire. C'est une insulte. Ce n'est pas acceptable. C'est inadmissible. Je ne dis pas non aux avantages, mais il faut savoir proportionner les choses pour ne pas insulter. Ce sont des acquis des travailleurs. Vous êtes pour qu'on remette en cause les acquis des travailleurs? Les acquis des travailleurs, je suis pour une justice sociale. Les acquis des travailleurs, ce n'est pas ce qui m'importe. Je suis pour l'essentiel. Et l'essentiel ici, c'est l'équilibre. Il faut une équité. Si pour l'équité, il faut revoir l'architecture de la chose, il faut revoir. Parce que ce n'est pas admissible que le sommet de la pyramide s'arroge tous les avantages au détriment de la base, quand on sait que c'est la base qui cultive, qui travaille, qui fait le commerce pour que le sommet en jouisse. Donc, pour moi, je pense que où nous étalons le fonds commun à tous les fonctionnaires, parce que le fonds commun, ce ne sont pas les financiers, ceux qui ont travaillé pour le mettre en place. C'est comme un travail à la chaîne. Il n'y a pas que les financiers, il y a 21 fonds communs répartis sur une dizaine de ministères. Voilà. Moi, je suis pour que le gouvernement revoie toutes ces histoires de fonds communs et qu'on fasse un équilibre. Pour éviter les aigreurs dans une nation, il faut rééquilibrer les choses. C'est la seule façon de nous sortir de ces grèves à répétition. Vous allez voir, tant qu'il n'y aura pas équilibre, il y aura toujours revendication. Et tant qu'il y aura revendication, il y aura toujours malaise social. Et tant qu'il y aura malaise social, il y a toujours un frein pour le développement. Et la faute à qui, tout ça? C'est mon gouvernement, malheureusement. Parce que c'est le gouvernement qui détient la baguette de l'autorité. C'est au gouvernement de rétablir l'ordre. Et tout le monde doit se soumettre à l'ordre. D'accord. Alors, ce gouvernement, justement, a comme référentiel de développement le PNDS, le Plan national de développement économique et social. Pour le chef de l'exécutif, Paul Kabatieba, le PNDS a atteint sa vitesse de croisière aujourd'hui. Si nous voulons parler en termes de réalisation, je félicite déjà le gouvernement parce qu'effectivement, nous voyons que beaucoup de choses sont faites. Mais moi, ce qui m'intrigue dans la question du PNDS, c'est déjà de savoir quelle est la contrepartie. Nous avons eu les fonds. À quel prix? C'est déjà la grande interrogation. Et dans un esprit révolutionnaire, je pense que nous sommes allés
très vite pour tendre la main. Nous n'avons pas consulté le peuple. Et s'il fallait un sursaut patriotique, il fallait le faire. Mais je pense que nous avons plus la main tendue. Et qui a la main tendue ne se libère pas de l'esclavage. Sur la situation sécuritaire nationale, vous dites effectivement qu'il faut faire des Burkinabés un peuple sentinelle. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, à travers les émissions à la télé, il faut déjà sensibiliser les populations. Par exemple, là, j'ai adressé une lettre en son temps au président du Faso. Quand même, j'ai donné nos propositions au RCEP. Déjà, ériger le peuple au statut de la sentinelle, c'est ce que plus tard j'entendais le président de l'Assemblée nationale, Bala Sakandé, qui disait qu'il faut travailler à faire de tous les Burkinabés des agents de renseignement. Voici un peu l'idée. Parce que la sentinelle, c'est déjà cette personne qui est sur la tour, qui observe. Ça suppose un peuple aussi où il y a la cohésion sociale, ça suppose aussi un peuple qui voit les choses dans la même direction. Tout à fait. C'est cela aussi. Mais le gouvernement doit être artisan de cette cohésion sociale. C'est déjà à travers la télévision, nous qui sommes frappés par le phénomène du terrorisme. Déjà, il faut déjà enseigner les gens à repérer les suspects à travers la télévision. Qu'est-ce qu'un terroriste? Les modes opératoires d'un terroriste. Lorsqu'on entend un coup de feu, quelles sont les premières mesures à adopter? Moi, je ne sais rien. Et je sais que je ne suis pas le seul. Beaucoup n'en savent pas. Mais déjà, il faut que les gens comprennent cela. Nous avons des médias. Il faut enseigner les gens. J'ai aussi proposé que nous fassions recours à ces anciens militaires qui sont à la retraite. Parce que je pense que comme on le dit, les vieilles marmites offrent toujours les bonnes sauces. Il faut repartir consulter ces gens-là. C'est un phénomène quelque peu nouveau, hein, qui fait que forcément l'expertise n'est pas là. Oui, on peut parler. Je ne dirais pas expertise, même si l'expertise n'est pas là, du fait qu'ils n'ont pas connu ce phénomène, il faut quand même reconnaître qu'ils ont quelque chose à donner à la jeunesse. Ils ont du patriotisme à communiquer. D'accord. Alors, parce que vous n'êtes pas sans ignorer, avant d'aller en guerre, il y a toujours les griots qui chantent les louanges des guerriers. Et lorsqu'ils vont, c'est la patrie ou la mort. Je pense que nous avons eu une armée qui a influencé le monde. Et je pense que ces acteurs-là sont là. Ils peuvent encore impulser quand même une dynamique à la jeunesse pour encore mieux faire et savoir mieux se sacrifier. Vous parlez d'offrir des espaces médiatiques aux authentiques prédicateurs. Sur la question toujours du terrorisme, voici, beaucoup jugent à tort l'islam. Et pourtant, au Burkina Faso, nous avons toujours vécu en bonne intelligence avec l'islam et d'ailleurs avec toutes les religions. Et si aujourd'hui, l'on se refuse à aborder la question religieuse au nom de la délicatesse du sujet, je pense que nous, au RCEP, nous avons opté de bousculer les sensibilités pour sauver des vies. Il faut permettre, à mon sens, les authentiques prédicateurs, donc, de pouvoir discuter, parler de l'islam afin de désamorcer les bombes que ces terroristes ont déjà plantées dans le cœur de beaucoup de jeunes. Parce que les terroristes recrutent leurs jeunes la plupart parmi les musulmans. Et pourtant, l'islam n'a pas de lien avec le terrorisme. Et d'ailleurs, le vrai djihadisme, le vrai djihad, c'est la lutte, c'est le combat contre le mal. Et pour moi, le mal, c'est le terrorisme. Donc il faut combattre le terrorisme. Si nous permettons aux authentiques imams, ceux qui dégagent l'unanimité, donc s'entretenir avec les musulmans, au-delà des petites conférences qu'on organise par-ci, par-là, si nous leur permettons d'avoir une tribune d'expression, ils pourront mieux sensibiliser la jeunesse et ainsi amener les gens à comprendre les valeurs réelles de l'islam. D'accord. La justice a pris en otage la paix, le pardon et
la justice alimente la haine, à votre avis. C'est ce que vous dites. Oui, tout à fait, effectivement, à l'occasion d'une interview que j'ai accordée à ce média en ligne, le Faso.net. Alors, je suis pour une justice révolutionnaire. Il y a trop de protocoles dans le format de justice actuel. Qu'est-ce qui se passe? De report en report, sur n'importe quel sujet, sur un I, sur un O, on reporte. Si bien que, en définitive, à quand la justice? Quand le peuple est assoiffé de justice. Nous avons assoiffé le peuple pendant combien de temps? Des dizaines d'années. Qu'est-ce que vous voulez finalement comme justice? Il faut une justice révolutionnaire en réduisant tous les protocoles. Je voudrais que nous sachions encourager les mises en cause pour qu'ils puissent nous dire la vérité. Après ces vérités, les verdicts vont tomber. Mais je ne voudrais pas que nous tombons dans la ruse de la politique politicienne ou dans la ruse qui gangrène le monde judiciaire. Je voudrais que, après ces verdicts, dans un peuple où il y a la cohésion, parce que le peuple recherche la vérité, après la vérité, le verdict de la justice, que nous engageons une médiation. Chacun issu d'une religion, chacun a une ethnie, que nous engageons nos chefs traditionnels, que nous engageons les médiateurs tels que les religieux, qui vont toucher les différentes familles antagonistes et qui vont négocier la paix. Si toutefois l'entente vient, si toutefois la cohésion vient, nous exposons les faits, le pardon devant le peuple burkinabé. Après quoi, nous levons le verdict, les verrous du verdict. Et maintenant, nous nous assoyons maintenant autour de la table pour établir des bases claires et infranchissables. Parce que le Burkina Faso a besoin d'une base. Parce que de tout ce temps, on passe le temps à se chamailler. On passe le temps à parler de justice, de justice. Depuis quand? Depuis Thomas Sankara, Norbert Zongo, Dobo Boukari. On passe le temps à parler, à parler, à parler. Et jusque-là, pas de justice, pas de réconciliation dans les cœurs. Donc il n'y a pas possibilité d'avancer dans le développement. Quand nous allons nous asseoir autour de la table, nous allons maintenant discuter, établir des bases claires. Dorénavant, celui qui franchit... Ce que vous proposez, c'est une sorte de justice transitionnelle, c'est ça? Tout à fait. Donc, celui qui franchit à cette loi, donc le verdict s'abat, et là, c'est sans compassion. Donc vous êtes dans la même vision que la CODER? Bon, la CODER parle de réconciliation en occultant l'aspect vérité, ou du moins en minimisant la question de la vérité. Non, pas du tout, ils sont d'accord pour... Au départ, ce que la CODER disait, c'était plus une justice, une réconciliation nationale, à la va t'asseoir très rapidement. Mais la question de vérité n'était pas de mise. C'est plus tard, avec les critiques, qu'ils ont intégré la question de vérité. Là, donc vous êtes dans la même Je suis dans la même lancée, à l'exception que je pense que pour le simple fait que la CODER, les membres de la CODER fassent partie de ce trouble social. Parce que, pour la plupart, ils ont participé à la gestion du pouvoir de Blaise jusqu'à ce jour. Mais il faut bien sûr, pratiquement tout le monde a participé à la gestion du pouvoir de Blaise. Non, si on va dans ce sens, ça va être difficile d'aller à la... Non, de façon plus poussée. Parce que, par exemple... Vous avez été à la DFRDA, a collaboré à un moment donné. Vous avez été au PIB, le PIB à un moment donné, on a vu aussi ses positions. Donc, on pourrait dire que vous aussi, vous avez collaboré à un moment donné. Je ne voudrais pas citer de nom, mais je dirais que je vais vous donner un exemple. Par exemple, si nous prenons la tradition des Mossi, comment sont-ils arrivés à trouver la cohésion? Parce que la plupart du temps, dans le passé, il y avait toujours des conflits entre les différentes tribus. Et les conflits étaient essentiellement liés à
aux questions de femmes, tu as pris ma femme, ainsi de suite. Comment résoudre cette situation? Voici la sagesse qui a émané. Il faut trouver une tribu parmi nous, donc, de quelle tribu nous ne prendrons pas leurs femmes. Et lorsque nous établissons des principes, lorsque eux ils demandent pardon, nous accordons le pardon. Et voici comment, et on a choisi donc l'ethnie des Samba. Et pour vous, au Burkina, ça va être qui, par exemple? Et voici comment ils sont arrivés à rétablir la paix. Et qui est-ce que vous voyez pour jouer ce rôle-là ici? À mon sens, je pense que il est difficile, pour prêcher la morale, il faut avoir un peu les mains propres. Parce que quand nous prenons les tenants de ceux qui sont à la CODER, pour la plupart, ont participé de façon très active. Alors vous proposez qui alors? C'est la question, elle est toute simple. Voici déjà le RCEP qui a amorcé dans cette dynamique. Et nous avons des personnes encore plus disposées. Nous avons des médiateurs traditionnels, nous avons des chefs coutumiers, nous avons des religieux. Mais je pense que la CODER n'est pas contre cette vision des choses. La CODER a juste souhaité qu'on aille à la réconciliation. Je pense que du côté aussi du président, qui a d'ailleurs effectivement reçu la CODER, ils sont tous d'accord qu'il faut aller vers ça. Maintenant, c'est le mécanisme qu'il faut mettre en place. Si le message de la CODER a du mal à passer, c'est parce que mais vous êtes d'accord vous êtes d'accord qu'il y a une nécessité de réconciliation? Tout à fait, je suis parfaitement d'accord. Laissons la CODER. Qu'est-ce que vous proposez? Comment on va à la réconciliation, à votre avis? Déjà, la réconciliation, c'est ce que j'ai proposé. Allons à une justice révolutionnaire. Encourageons les mises en cause à dénoncer les choses, à dire la vérité. D'accord. Après la vérité, le verdict tombe. Okay. Après le verdict, nous engageons une médiation traditionnelle. Ok, merci. On vous a compris, on est en fin d'émission. Vous allez nous dire ce que vous pensez de Gilbert Noël Ouédraogo. Gilbert Noël Ouédraogo, c'est un grand frère que je respecte. Je l'apprécie dans le fait qu'il ait été humble. Il ait demandé pardon au peuple burkinabé. C'est un acte salutaire et valeureux. D'accord. Zéphirin Diabré? Zéphirin Diabré, je ne le connais pas personnellement. Déjà, dans la combativité, je l'apprécie, je le félicite. De Zéphirin à Roch, je demanderai plus une vision sur le peuple que sur 2020. Justement, Roch Christian Kaboré, pour terminer. Roch Christian Kaboré, c'est un président que je respecte pour son grand cœur. Cependant, je le dirais qu'on ne dirige pas une nation avec un chapelet à la main. Quand il faut taper, il faut taper. Quand il faut être dur, il faut être dur. Et quand il faut être relax, il faut l'être. Et quand on a le pouvoir, ce n'est pas que caresser. Il faut savoir user du pouvoir pour rétablir ce qui est juste, ce qui est normal. Et je le prierai de prêter une oreille attentive à toutes ces critiques et qu'il ne commette pas l'erreur de nous enterrer dans son passé. Ce passé qui lui colle trop la peau, c'est-à-dire avec Blaise Compaoré. Merci d'être passé dans le fauteuil blanc ce soir. Merci à vous. Mesdames, Messieurs, je recevais pour vous Joël Aimé Ouédraogo. Il est le président du RCEP, le Rassemblement des Sentinelles pour l'épanouissement économique et politique. Merci de nous avoir suivis. Excellent sur le programme sur la chaîne Au Cœur de nos défis. Bonsoir.